Okay, good. So I see some familiar faces here. That's great. Je vais changer, on va changer de chip. Et je pense, là, c'est le français qui a été prévu pour cette session. Donc, super. Tout d'abord, bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Ok, je vais partager mon écran. Comme ça va être visuel aussi. Ok. J'ai prévu aussi des choses interactives. Donc, je vais vous préparer les liens si vous voulez participer. Ok. The Heart Transformation Model. That's here. Très bien. Ok, je vais vous envoyer un lien par le chat, comme ça vous l'avez, si vous voulez interagir. Parce que l'idée, c'est qu'on puisse interagir tous ensemble. Je vais partager aujourd'hui avec vous un petit rêve. Donc, on va rêver tous ensemble. Imaginons qu'en fait, on va créer tous une petite start-up. Une petite start-up pour lancer un produit. Et dans ce rêve, on va parler de comment améliorer nos produits. Donc, si on est tenté par créer une start-up un jour. Et aussi, on va parler de comment améliorer le cadre de notre travail. Donc, il y aura deux questions majeures. Et une troisième, une dernière, c'est comment s'adapter à cette nouvelle situation, à l'environnement de travail, dans cette nouvelle situation pandémique qu'on rencontre un peu dans le monde entier. Donc, première question, c'est comment améliorer votre produit. Donc, imaginons que vous avez une start-up et que vous voulez améliorer votre produit. Sachez qu'il y a pas mal de frameworks, il y a pas mal d'outils qu'on peut utiliser pour améliorer nos produits. En faisant une recherche, j'ai trouvé un produit ou une technique, un framework qui s'appelle le Heart Framework, le cœur, framework du cœur. Et donc, ce framework du cœur, il vient pour mesurer d'une façon end-user-centric, ça veut dire centré sur l'utilisateur, les KPI plus importants à tenir en compte pour mesurer la qualité de l'expérience de l'utilisateur final. Donc, ce Heart Framework, il a été développé par Google pour évaluer la qualité d'expérience de l'utilisateur et pour aider les équipes à mesurer l'impact qu'ils faisaient sur les produits, sur les différents features des produits, pour savoir en fait si satisfait les critères de satisfaction des clients, des utilisateurs, des apps. Donc, le cadre est une sorte de tableau, scorecard, un tableau de bord, avec 5 facteurs. Donc, c'est très bien de décomposer, de segmenter. Et on aura 5 facteurs à mesurer. 5 facteurs à mesurer. Le premier facteur, c'est au fait happiness, le bonheur. Disons que vous avez créé votre start-up, vous avez créé votre produit, votre premier produit. Maintenant, la question, est-ce que ce produit-là, il satisfait les utilisateurs? Donc, est-ce que une enquête de satisfaction des utilisateurs serait nécessaire pour savoir, en fait, si le produit, il aura vraiment ce qu'on appelle un market fit. Ça veut dire qu'il aura une place dans un marché. C'est un point très important. Et donc, là, la question, est-ce qu'au fait, on le fait avant de lancer le produit ou après de lancer le produit? On trouve plein de startups qui se cassent la gueule, qui dépensent beaucoup d'argent, donc en toute honnêteté, et qui vont se lancer à faire des développements et à développer des produits, et après ils vont venir à la fin pour se rendre compte au fait que ce qu'ils ont développé, il y a peut-être 10% de fonctionnalité qui est vraiment nécessaire et qui est vraiment utile pour l'utilisateur final. Donc, impact final, c'est qu'au fait, ils ont
pas d'utilisateurs. La question donc à se poser, c'est pourquoi ne pas se poser ces questions au tout début? Si je donne par exemple un exemple, Dropbox, c'est du cloud, du storing du cloud. Dropbox, ils ont fait une vidéo YouTube et ils ont juste invité des personnes qui regardaient cette vidéo que s'ils étaient intéressés dans ce produit, de leur communiquer, de s'enregistrer pour recevoir des nouvelles sur ce produit-là. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont pu identifier qu'il y a vraiment ce qu'on appelle un market fit. Donc, happiness, les enquêtes de satisfaction, c'est une mesure à prendre en compte quand on veut lancer ces produits. Deuxième facteur, c'est l'engagement. Donc, l'engagement, une fois qu'on a lancé notre produit, la question peut-être à se poser, c'est à quelle fréquence les gens reviennent-ils pour utiliser le produit? Donc, nombre de visites par utilisateur et par semaine, les durées de session, si on a par exemple un blog, combien de gens il reste à lire notre blog, si par exemple on parle de Spotify, nombre de chansons écoutées, c'est quoi les actions clés pour pouvoir vraiment mesurer l'engagement de notre produit? Par exemple, ça pourrait être plusieurs critères, comme je viens de citer. Ce qui est intéressant, c'est d'en être conscient, d'en mesurer et de changer. Changer pour pouvoir apprendre. Savoir au fait que maintenant qu'on a commencé à, par exemple, faire des vidéos courtes, faire des chansons un peu de ce style-là, ou changer notre application à implémenter cette feature ou à changer l'implémentation de cette feature, ben, bizarrement, ça induit à un taux d'engagement beaucoup plus fort. Donc, quand on est dans une culture produit, quand on a une start-up et quand on a un produit qu'on essaie d'améliorer, ce questionnement, normalement, il revient assez couramment. Comment je peux améliorer mon produit au fur et à mesure? La perfection, d'un seul coup, ça n'existe pas. Donc, c'est des boucles. C'est des boucles de inspect and adapt, de analyser avec transparence ce qui se passe, analyser les données et après, faire des adaptations selon les données qu'on réussit à collecter sur nos produits. Le troisième critère, c'est l'adoption. Donc, combien de personnes, par exemple, terminent le processus d'intégration? Si on parle, par exemple, d'une app téléphone, c'est combien de personnes ils ont installé vraiment cette application sur leur téléphone. Et donc, ils deviennent des utilisateurs réguliers de notre produit. Donc, ça aussi, c'est à prendre en compte. Et après, quand on parle de retention, donc, est-ce qu'on peut mesurer aussi le pourcentage des utilisateurs qui reviennent sur un produit? Donc, ça peut se mesurer avec les taux de désabonnement. Par exemple, on peut avoir des utilisateurs qui viennent et qui commencent à utiliser notre produit, mais après, ils quittent. Ça veut dire en fait que c'est plus intéressant. Donc, comment maintenir digitalement, dans cette nouvelle ère digitale, un engagement et une retention de nos utilisateurs? Bien sûr, quand on essaye de répondre à cette question, le task success, ce qu'on appelle task success, qui est le dernier critère, c'est ces utilisateurs-là, notre application ou notre produit, ils les aident comment? Ils s'orchestrent comment dans leur vie quotidienne? Donc, est-ce qu'ils les aident pour faire des tâches plus rapidement? Est-ce qu'ils les aident pour s'organiser? Est-ce qu'ils les aident pour les inspirer? Est-ce qu'ils les aident pour gagner des choses? C'est toujours une relation win-win. Et donc, par exemple, on pourrait dire cet outil-là, ils aident les travailleurs ou bien les utilisateurs à mieux gérer leur agenda, à mieux gérer, par exemple, leur rendez-vous, à mieux gérer leur système d'éducation, pourquoi pas, parce qu'on a des applications comme Coursera qui ont changé carrément le système pédagogique. On peut avoir aussi des applications qui ont changé la façon de faire du téléconsulting pour des médecins. On peut avoir, en fait, l'ère digitale, elle est en train de changer. Elle est en train de changer le comportement de l'écosystème de toute l'humanité. Et donc,
des produits qui impactent positivement la société. Il y en a, ils existent. Et il y en a qui ont bien réussi. Et la raison pour laquelle ils ont réussi, c'est qu'ils ont créé une valeur bien concrète dans la vie des utilisateurs finaux. Donc, se poser ces questions-là sur combien de temps faut-il aux utilisateurs, par exemple, pour achever une tâche, sans erreur, par exemple, ou en comment mon produit il aide une certaine population à faire des choses meilleures, c'est juste des questions clés. Donc là, sur le niveau startup, là, on parle vraiment sur le niveau startup. En faisant cette recherche, j'ai trouvé au fait que ce framework qui s'applique par Google pour analyser les produits, moi, comme étant un coach agile des organisations, je me suis dit, est-ce que ça ne serait pas un modèle à extrapoler? Ça veut dire que par analogie, je peux l'appliquer à mon coaching. Et donc, de ce fait, je suis parti et au fait, j'ai commencé inspiré à écrire sur un framework, sur un outil. Et cet outil, il s'appelle aujourd'hui The Heart Transformation Model. Et j'ai trouvé au fait qu'il y a plusieurs personnes ils ont commencé à poser des questions dessus. Je me suis trouvé moi-même qu'au fait, je le suivais sans me rendre compte, sans en être conscient. Et donc, c'est devenu une méthode de coaching, une méthode de coaching d'améliorer les environnements de travail. Et donc, sur ce, ça va nous induire à une question qui est la deuxième question. Donc, la deuxième question, c'est comment améliorer nos environnements et méthodes de travail, ce qu'on appelle en anglais ways of working. Et donc, la réponse, c'est The Heart Transformation Model peut être une solution. The Heart Transformation Model, j'ai trouvé que dans mon accompagnement aux organisations, dans cette quête de vouloir améliorer les environnements de travail, de créer des sourires, de créer des win-win synergies entre les différentes personnes, d'améliorer la culture du travail dans des différentes organisations de plusieurs nationalités. J'ai trouvé au fait qu'il y a des patterns, un pattern que moi j'ai utilisé et que au fait d'autres coachs utilisaient. Et donc c'est un pattern qui réussit. La majorité des fois que je l'ai utilisé, ça a réussi. Donc aujourd'hui, j'ai envie de le partager avec vous. Donc, happiness. Happiness, c'est le bonheur. Imaginons que vous êtes un coach maintenant, vous êtes dans un environnement de travail, vous travaillez dans un environnement de travail, vous avez peut-être une équipe à manager ou à coacher. Et donc là, vous arrivez et vous essayez de créer des connexions avec votre équipe. Le plus important, c'est que votre équipe ou les gens que vous managez ou votre organisation ou les personnes qui travaillent avec vous dans votre environnement de travail, qui vous identifient comme une personne, comme une famille, comme un ami. Parce que The Heart Transformation Model, il se base sur identifier les inspirations. Donc, identifier les aspirations des uns et des autres. Donc, par exemple, moi, quand j'arrive à un environnement de travail, j'essaie de coacher ou j'essaie d'aider à manager des personnes. Je sais au fait que ces personnes-là, ils ont des aspirations, j'en suis conscient. Donc, j'arrive, je leur pose des questions, je fais des interviews, one-to-one, vraiment, et je pratique avec eux une technique qui s'appelle Remember the Future. Cette technique-là, ça stimule au fait l'expression de ces aspirations. Et une technique simple. Qu'est-ce que vous aspirez, vous, en tant qu'employé dans cette organisation? Comment je peux aider à que vos aspirations y soient réalisées dans votre environnement de travail? C'est une question aussi simple. Donc, ça, c'est une des questions que je pose dans mes interviews. Et quand je pose des questions, les gens, ils m'identifient comme un ami. Donc, ils commencent à me raconter. Ils commencent à me raconter des choses qui vont bien, des choses qui vont pas bien. Et donc, là, on aura besoin également
une fois, j'entends une voix, c'est quelqu'un qui parle? Yes. Ok, je continue. Donc, sur ce Remember the Future, et après avoir identifié les aspirations, il y a l'engagement. Donc, l'engagement, on ne peut pas avoir d'engagement s'il n'y a pas vraiment des postures win-win. Donc, trouver, une fois qu'on a fait tous ces interviews-là à plusieurs personnes, on peut identifier des facteurs communs, des aspirations en commun. Donc, des choses à changer dans l'environnement de travail qui vont stimuler ces énergies win-win. Donc, une fois qu'on a fait tous ces interviews, on peut factoriser. On peut dire, au fait, qu'il y a un vrai pain point ou qu'il y a un problème là. Donc, si on résout ce problème-là, peut-être là, toutes les personnes qui sont inquiètes sur ce problème-là, ils vont être plus sereines, plus relaxées, ils vont être plus motivés. Et donc, on essaie de construire ces win-win synergies entre les différents services, différentes personnes, une équipe. Et ça, normalement, on essaye aussi de co-construire avec eux un objectif commun qui stimule ces win-win synergies. Ça veut dire on s'entraide pour y arriver à résoudre des problèmes ensemble. Dans ça, il y a un challenge parce que quand tu poses la question à des personnes pour changer, par exemple, des méthodes ou bien des ways of working, pour améliorer leur environnement de travail, peut-être la posture win-win, elle n'est pas vraiment très full win-win. Peut-être elle est un peu win pour quelques-uns et un peu win pour les autres. Bon. Et donc, sur ça, normalement, les gens, ils peuvent avoir peur de changer. C'est pour ça que il y a une petite technique qu'on appelle SDK. Et donc, dans SDK, c'est Start, Keep, Drop ou Start, Drop, Keep. Donc, tu leur dis que rien n'est écrit sur le marbre, que vous pouvez essayer et que si vous essayez et ça vous va, pourquoi pas pérenniser le truc à un certain moment jusqu'à ce qu'il y ait un autre changement qui doit être fait. Il n'y a aucun souci. Si par contre vous essayez et vous n'aimez pas, vous pouvez toujours revenir en arrière. Donc ça aide les équipes, ça aide les individus pour qu'ils essayent un changement, qu'ils voient un peu qu'est-ce que ça donne, est-ce que ça réussit pas, et ça aide des équipes à plonger dans des transformations comportementales, dans des transformations de dynamique d'équipe et changer. Ça aide à changer leur façon de travailler. Donc, en fait, ils expérimentent beaucoup plus, ils explorent beaucoup plus, ils travaillent autrement, ils pensent autrement et ils découvrent et ils apprennent. Et ils apprennent beaucoup. Et une fois qu'ils commencent à pratiquer le SDK, normalement, ils deviennent vraiment en quête d'expérimentation active. Dans cette quête d'expérimentation active, on peut avoir la retention. Donc, quand ils ont commencé à expérimenter des nouvelles méthodes à chaque fois, ils vont avoir des méthodes ou des façons de travailler ou bien des outils qui vont retenir. Donc, en fait, ils vont les retenir parce que ça leur fait du bien. Et donc, du coup, là, on peut déjà savoir que sur notre accompagnement, comme coach ou comme manager ou comme gestionnaire de start-up ou d'organisation, les actions, les outils, les méthodes, qu'au fait, ils aident vraiment les individus qui travaillent avec nous et le cadre de notre travail. Une fois ça c'est fait, donc là, il reste qu'à mesurer le task success, atteindre les objectifs rapidement, facilement et efficacement. Et donc, une fois on a monitoré ces cinq facteurs, on peut mesurer et faire ce qu'on appelle inspect and adapt. Ça veut dire regarder, contempler, faire des rétrospectives, parler avec les gens, voir ce qui va, ce qui ne va pas, et adapter. Adapter notre environnement de travail pour chercher la performance, pour chercher la simplicité, pour chercher le bonheur, pour chercher les sourires, pour chercher les win-win synergies, pour chercher en gros le bonheur au travail et l'efficacité. Donc, ça, c'est The Heart Transformation Model sur lequel j'ai écrit à un moment. J'ai appliqué, je sais qu'il y a quelques coachs qui l'appliquent. Donc, si vous avez des questions pour l'appliquer, n'hésitez pas, vous pouvez toujours me pinguer sur LinkedIn.
C'est gratuit, hein, je le fais avec plaisir, donc vous pouvez me pinguer, je répondrai aux questions. Et au fait, ça s'appelle The Heart Transformation Model, le cœur. Donc ça vient du cœur, et ça vient du cœur et c'est donné avec le cœur à toutes les communautés, à toutes les organisations, à tous les cadres de travail pour améliorer la vie des travailleurs dans les organisations. La troisième question, comment mieux s'adapter à ce nouveau contexte de travail? Donc, si vous voulez vous inspirer les uns les autres, je vous ai copié un petit lien, tout début. C'est un board, vous pouvez laisser des post-it, vous pouvez jouer, vous pouvez écrire votre inspiration ou bien vos inspirations, inspirer les autres et vous inspirer. Donc, je pense qu'on a encore 5 minutes. Je vous remercie pour votre présence et j'ouvre pour des questions, si vous avez des questions.